Merci à tous d'être venus si nombreux. Ça fait plaisir, parce que d'autant que c'est ma première conférence au Cercle Aristote. Donc merci à vous d'être venus vraiment si nombreux pour cette soirée consacrée donc, au président Liquide. Merci à Pierre-Yves pour cette introduction et merci pour m'accueillir au Cercle Aristote. Alors effectivement, la question à laquelle je vais essayer de répondre ce soir, Emmanuel Macron, libéral liquide ou chef de clan autoritaire? Pierre-Yves, dans son introduction, a parlé de Janus en précisant qu'il est ce que chacun veut y voir. Effectivement, la critique la plus répandue du macronisme à droite, c'est que Emmanuel Macron serait ce libéral libertaire qui dit qu'il n'y a pas de culture française, qui prônerait la Startup Nation, qui serait entouré, on s'en souvient, de danseurs en Barésie et de McFly et Carlito. Donc qui serait en fait le chantre de la déconstruction appliquée à la politique, si on veut. Ça, c'est la critique qu'on trouve le plus à droite. Et puis à gauche, on trouve une autre critique, qui est que finalement, ça serait l'opposé, à savoir qu'il est un président autoritaire, qui cautionne les violences policières, qui serait ultra-libéral au sens économique du terme, et qui flirterait même avec l'extrême droite, incarner cette extrême droite pour la gauche, en la personne de Gérard Darmanin, qui a dit, on s'en souvient, à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Il faut dire que le macronisme, c'est quand même 2495 blessés pendant les Gilets jaunes, 24 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, 12 707 interpellations et 400 personnes actuellement en prison. Donc, cette critique qui est répandue à gauche n'est pas totalement son fondement. Et ce qui fait qu'à la fin, on se demande vraiment qui est Emmanuel Macron. Est-ce que c'est finalement cette personne très cool et très dynamique qui s'affichait avec Mediapart pendant la campagne, ou est-ce que c'est au contraire cette personnalité non pas autoritaire, mais en tout cas qui fait preuve d'autoritarisme, et qu'aujourd'hui, les mêmes personnes de Mediapart dépeignent comme un fasciste? Alors, qui est Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut être ces deux aspects-là en même temps? Pour reprendre une formule qui lui est chère. Alors, est-ce que ces deux facettes peuvent cohabiter finalement sur la même médaille? Donc, moi, au moment où j'ai rédigé cet essai, Pierre-Yves l'a dit, c'était un travail universitaire. J'ai été frappé de voir à quel point, finalement, les propositions du ministre de l'économie Emmanuel Macron rejoignaient ce que le sociologue anglais d'origine polonaise Zygmunt Bauman avait dépeint, lui, en des termes beaucoup plus inquiétants. Il appelait ça la liquidité. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité? Pour une définition simple de la liquidité que Bauman donne, c'est l'idée qu'on est dans une société où les conditions dans lesquelles les membres agissent changent en moins de temps qu'il n'en faut au mode d'action pour se figer en habitude et en routine. C'est-à-dire qu'en réalité, le changement est la seule chose qui est permanente. Le changement, l'adaptation, la relativité des valeurs, le refus de l'affiliation. Finalement, c'est l'idée qu'on est dans une tempête et qu'il faut toujours arriver à manœuvrer au mieux avec son gouvernail. C'est une société postmoderne tourmentée dans laquelle finalement le ciel aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Voilà en gros quel est le tableau complètement dystopique que Bauman, dans son œuvre qui est assez foisonnante, traite quand il parle de la liquidité. Je vous invite à lire ces livres comme La société liquide, La vie liquide, on peut même trouver L'amour liquide, et il explique que finalement la société s'étant construite sur la transmission et sur la permanence, à partir de la fin des idéologies, comme on a appelé la fin de l'histoire, finalement l'homme livré à lui-même et réduit à lui-même, on peut dire, n'est plus capable de diriger quoi que ce soit et devient cette personnalité liquide et inconsistante. Puisque ce qui est bien avec le concept de liquidité, c'est que c'est un concept qui est sociologique,
philosophique qui recouvre des aspects économiques et qui est même moral et anthropologique. Donc c'est un concept qui est englobant et qui est vraiment très intéressant. La critique qu'on fait au concept de liquidité, c'est justement que c'est un concept un peu fourre-tout, mais moi je trouve que c'est aussi son intérêt, c'est que ça permet d'aborder, de comprendre la société par ses multiples aspects, pas seulement en termes économiques, mais également dans tout ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est une entrée en matière un petit peu abrupte, hein, je suis désolé. Je vais essayer de répondre à cette question en 40-45 minutes, et puis après je vous propose qu'on consacre le reste du temps à des échanges, parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec les échanges qu'avec l'exposé comme ça, face à une salle qui a les yeux tournés vers moi, c'est un petit peu intimidant. Donc alors déjà, la question, donc on a vu les deux facettes, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le président autoritaire qui est apparu à partir de fin 2018 avec les Gilets jaunes, mais on pourrait même dire dès mai 2018 avec Benalla, est-ce que ce président autoritaire était déjà contenu dans le président liquide de 2017, et dans le candidat liquide, et dans le ministre de l'économie liquide? Est-ce qu'il y avait déjà cette donnée-là? Parce que comme je vous l'ai dit, moi, donc c'est un travail universitaire, quand j'ai achevé la première version de cet ouvrage, on était en juin-juillet 2018, il n'y avait aucun signe apparemment d'un quelconque durcissement du pouvoir. Il n'y avait pas encore de vieux crevés. La vidéo sur Benalla frappant des manifestants n'était même pas encore sortie. On était encore dans l'idée que ce macronisme souriant était encore un système très bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire partant de la base, et que finalement ce jeune homme allait réinventer la démocratie avec une certaine forme d'horizontalité. On a vu évidemment que tout ça c'était un petit peu n'importe quoi et que rien n'est advenu. Mais en tout cas à l'époque, on pouvait encore y croire, et il y avait encore ces jeunes qui tractaient avec des t-shirts de toutes les couleurs, avec un sourire jusqu'aux oreilles, qui disaient oui, il est jeune, beau, dynamique, il va en finir avec les anciens clivages, c'est le bon sens enfin qui arrive au pouvoir, enfin voilà. On va prendre des solutions qui marchent. Voilà. Je passerai sur toutes les lapalissades, mais en tout cas, voilà, il y avait ce zéphyr de nouveauté, comme avait dit Laurent Geoffrin, voilà. Et puis... Le Petit Prince avec lui à la main. Voilà, le Petit Prince. Il y a aussi le Roi Soleil à Versailles, enfin bon, bref, ça je sens que c'était Darius Rochebin qui avait dit ça, enfin bref. On avait tout un panel comme ça de... C'était de Jupiter aussi. Jupiter, voilà. Alors Jupiter, j'y reviendrai, mais en fait c'est une phrase de Macron lui-même qui avait dit que la France avait besoin d'un président jupitérien. Je la note, j'y reviendrai. Alors, est-ce que le président autoritaire de 2018 était déjà contenu dans le candidat de 2017? Alors, donc je vous ai expliqué ce que c'était que la liquidité. Je vous ai montré à quel point ça impliquait l'impermanence. Moi, ce que j'ai voulu faire quand j'ai construit mon ouvrage, c'est en gros faire pendant à peu près 20 pages une partie zéro, avant de commencer à vraiment parler de Macron, une partie zéro, dans laquelle j'explique qu'est-ce que c'est que la génération liquide. Pierre-Yves a bien expliqué que finalement Macron lui-même n'était rien. Il a été sécrété. Exactement comme toutes les époques sécrètent des hommes, des grands hommes ou des petits hommes. Mais en tout cas, elles sécrètent les hommes qui correspondent à leur époque. Et donc, dans la partie 0, la génération liquide, j'insiste sur le terme de génération comme synonyme de sécrétion, finalement. Génération à prendre au premier sens du terme. Quelque chose qui a été généré, quelque chose qui a été sécrété. Et donc, pendant les 20 premières pages, j'essaye de comprendre, évidemment avec le secours de Zygmunt Bauman, qu'est-ce que c'est que cette société liquide dans laquelle Emmanuel Macron a été sécrété. En quoi est-ce que quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est le premier président de la Ve République à pas avoir fait son service militaire, qui est le premier président de la Ve République élevé dans les idéaux libertaires de 1968, qui est le premier président de la Ve République, ça c'est une image trouvée par Olivier Ray, à être né dans une poussette
c'est-à-dire anthropologiquement, à avoir vu le monde de manière other-directed, c'est-à-dire tourné vers les autres, et non plus dans un landau comme ses prédécesseurs. C'est-à-dire que ça, j'insiste sur ce point-là, parce que c'est une donnée anthropologique fondamentale. C'est Olivier Rey, d'ailleurs, qui le dit dans son livre Une folle solitude. Il dit que jusqu'aux années 1980, 70-80, il n'y avait pas encore de poussette, il y avait juste un landau. Donc les enfants naissaient en voyant leur mère, finalement. Ils naissaient face à leur mère, dos au monde. Donc c'était ce qu'on appelle des individus inner-directed. Ils avaient forcément, ils voyaient ce même visage qui leur souriait, ils étaient fidèles à leur mère. Et c'est ensuite, dans un second temps, quand ils construisaient quand ils se construisaient plus tard à l'âge adulte, qu'ils faisaient l'épreuve du monde. À partir des années 80, 70-80, les poussettes se sont développées et finalement l'enfant a été orienté vers le monde, donc other-directed. Et il tournait le dos à sa mère. Et le monde conçu comme un espace finalement à conquérir, avec lequel il fallait se familiariser très tôt, et comme un terrain de jeu. Et donc Emmanuel Macron, lui, est le premier président de la Ve République né dans un landau, dans une poussette. Et pour Olivier Rey, c'était quelque chose de très important. Et je pense qu'il avait raison là-dessus. Parce qu'on sous-estime effectivement toujours ce qui se passe entre l'âge de 0 et 5 ans. Et chez Emmanuel Macron, à mon avis, ça a été fondamental. Donc il est né dans cette poussette. Je parlais du fait qu'il a très tôt donc, fait l'épreuve du monde extérieur. Il a très tôt tourné le dos à sa mère. Et je parle, donc, dès le premier chapitre, de l'abandon de sa mère. Qui connaît la mère d'Emmanuel Macron? Françoise Noguès Macron. Qui explique à quel point finalement son enfant lui a été arraché, puisqu'il s'est lui-même construit un storytelling dans lequel il donne toute la place à sa grand-mère et à sa mère de substitution, mais c'est-à-dire Brigitte en fait, mais dans lequel sa mère de sang n'a plus aucune importance. Pourquoi? Parce qu'en fait ça, dans la société liquide, il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de fils, il n'y a plus d'enfants. Il y a des gens qui choisissent leur filiation. Il y a des filiations choisies qui prennent la place des filiations héritées. Et Emmanuel Macron est quelqu'un qui a décidé qui était sa mère, a décidé évidemment qu'il n'aurait pas d'enfant lui-même, puisque la filiation se rompt des deux côtés déjà avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire il n'y a pas de filiation héritée, mais il n'y a pas de filiation transmise non plus. En fait, il n'est que lui-même, quoi. Dès le début, en termes anthropologiques, il n'est que lui-même, il est lui-même sa propre réussite. Et il est effectivement, de manière presque poussée jusqu'à l'extrême, il est autoconstruit. Du moins croit-il qu'il est autoconstruit. Ce que j'essaye de faire dans cet essai, c'est de montrer qu'en fait, cette époque qui lui a permis de croire qu'il était autoconstruit, ce n'est pas lui qui l'a construit, mais qu'il y a des moyens matériels d'existence et qui lui ont préexisté justement. Et c'est l'objet de ce livre. C'est pour ça que, en fait, dans le mot le président liquide, la société liquide est plus importante en fait que le président lui-même. Je suis désolé si le propos est un peu décousu, je pars un peu dans tous les sens, mais je vais essayer de reprendre le fil de mon exposé et la ligne rouge qui est-il un libéral liquide ou un chef de clan autoritaire? Alors, le grand bouleversement de la liquidité, je l'ai dit, survient dans les années 90. Donc les sociétés qui étaient autrefois solides, fondées sur un capitalisme industriel avec des valeurs établies qui se transmettaient à travers l'école, des valeurs de la famille, de la religion ou du parti, suivant qu'on était catholique ou communiste. En tout cas, tout le monde avait le sens de l'État. Dans l'État, il y avait les frontières, il y avait la solidarité nationale, il y avait une décence commune, pour parler comme Orwell, et il y avait une espèce de morale commune. Et les gens se reconnaissaient comme appartenant à une communauté de destin. Et en fait, à partir de l'effondrement des idéologies et du chacun pour soi, on pourrait dire, tout ce qui était finalement solide s'est liquéfié.
Et on est devenu dans une société qu'on aurait pu dire fondée sur le triptyque liberté, mobilité, flexibilité. C'est-à-dire liberté, donc du chacun pour soi, mobilité, effectivement, le succès est garanti à partir du moment où on arrive à être en mouvement, aussi bien dans l'espace que dans les convictions, c'est-à-dire changer son fusil d'épaule en fonction des circonstances, et flexibilité parce que la vie devient un exercice de contorsion. On se souvient par exemple de Benjamin Griveaux avant ses exploits célèbres, qui arrivait sur le plateau de Laurent Ruquier, qui disait « Non mais monsieur Ruquier, il est tout à fait normal que dans notre génération, on ait 12, 13, 15 emplois. » Donc en fait, ça lui semblait normal d'avoir 15 emplois. C'est exactement symptomatique de la société liquide. Nos parents, nos grands-parents avaient un métier. D'ailleurs, on ne parlait pas d'emploi et encore moins de job, on parlait de métier. Ils apprenaient un vrai métier qu'ils gardaient toute leur vie et c'était une forme de stabilité et c'était bon pour la société. Aujourd'hui, on a des jobs, voilà, on change. Finalement, on change aussi on peut changer de conjoint, on peut changer de job, on peut changer de filiation politique. Finalement, tout est changeable, interchangeable et tout est susceptible d'être choisi en kit. Voilà quelle est la nouvelle société. Donc, on pourrait dire que du point de vue de l'individu, puisque finalement c'est l'individu qui est couronné dans cette nouvelle société, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, que c'est un aspect positif pour l'individu. Puisque, comme je l'ai dit, la liberté semble consacrée dans cette nouvelle société. Et est-ce que finalement la liquéfaction, c'est pas une forme de libération? Alors, on pourrait le croire, et pour certains, ça l'est. Pour le petit Emmanuel, ça l'a été. Voilà, il n'arrête pas de dire dans son livre Évolution, que je vous invite à lire si ce n'est déjà fait, qui est le seul livre qu'il a jamais écrit, enfin à part son premier livre inachevé, Babylone, sur lequel je reviendrai, mais il y a un verbe qui est répété 40 fois, c'est le verbe choisir. Le verbe choisir, dont Olivier Rey note dans la préface que la plupart du temps il est intransitif. C'est-à-dire, en fait, c'est j'ai choisi, j'avais une certitude, je voulais choisir, j'ai décidé ce que je voulais choisir, j'ai choisi. Ma grand-mère me disait, il faut que tu choisisses. Voilà, ça confine à l'obsession, il fallait qu'il choisisse. On ne sait pas pourquoi, ni pour où, ni comment, mais il a choisi. Voilà, il choisissait sa vie. Donc, finalement, on pourrait dire c'est positif, il choisit, bon. Sauf qu'en fait, Bauman nous prévient, avant toute chose, la déclaration « je suis un individu » signifie, et c'est le revers de la médaille, je suis moi-même responsable de mes mérites et de mes défauts. Voilà, responsable. Et le mot responsabilité, qui est le corollaire de la liberté considérée comme complète, est en fait le mantra de la liquidité. Tout est responsabilité. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les conférences de presse dans lesquelles il y a un monsieur avec l'accent du Sud qui dit « en responsabilité ». Ben voilà. Bon, on y reviendra plus loin. Mais la responsabilité, c'est le maître mot finalement de la liquidité. Donc, finalement, je disais que Emmanuel Macron a voulu toujours choisir et que c'est un mot qu'il répète comme ça, comme une antienne dans son livre, puisque lui-même, la liquidité lui a été profitable. Mais alors, pourquoi? Elle est profitable pour lui, mais est-elle profitable pour tout le monde? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une liquidité qui est universellement bonne, ou est-ce qu'il y a une liquidité de classe? Est-ce qu'il y a la liquidité qui profite aux uns et pas aux autres? C'est ça, à mon avis, la question centrale. En gros, est-ce que tout le monde peut naître dans une famille de 68 arts, épouser sa prof qui a 24 ans de plus, faire l'ENA et devenir président de la République en passant par la banque Rothschild? Voilà. En gros, c'est ça. Est-ce que tout le monde peut suivre ce trajet magnifique? Est-ce qu'il n'y a pas les gagnants de la liquidité d'un côté et les perdants de la liquidité de l'autre? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une lutte des classes, en fait, entre gagnants et perdants de la liquidité? Ça, c'est la question. Alors, certains vont peut-être dire « Ah oui, mais en fait, la liquidité, c'est le néolibéralisme et ça se réduit à cette question-là. » Mais en fait,
quand on regarde, il m'a semblé, moi, que le problème du concept de néolibéralisme, c'est qu'il était souvent cantonné à la sphère purement économique, alors que justement Bauman, qui est un marxiste à la base, il a dépassé cette question purement économique en voyant ses imprécations sur toute la société. Et même s'il considère, avec tous les marxistes, que l'économie est le moteur de la société, en fait, il ne réduit pas toute la société à la sphère économique. Il voit aussi toutes les conséquences que ça a. On pourrait dire que, pour utiliser le vocabulaire marxiste, on pourrait dire que l'infrastructure économique conditionne la superstructure, mais il passe beaucoup de temps à décrire la superstructure liquide, donc. Donc, alors, je disais qu'il y avait une confrontation de classe entre ceux qui réussissent dans la liquidité, c'est-à-dire ceux qui font bon usage du fait d'être en mouvement, d'être flexible, de s'adapter, etc., et ceux qui en font un mauvais usage. Il y a une opposition de classe. Mais est-ce qu'il y a une confrontation de classes réelles? Est-ce qu'il y a une lutte des classes réelles? Alors, finalement, Bauman est assez pessimiste sur ce point parce qu'il dit que le problème des gagnants et des perdants de la liquidité, c'est qu'ils ne vivent pas dans le même espace. Il y a ceux qui vivent dans les métropoles, donc qui ont accès aux flux, et les flux sont une dimension essentielle de la liquidité. Et il y a ceux qui vivent, c'est ce que Christophe Guilluy appelait la France périphérique, mais Bauman l'avait dit avant, ceux qui vivent à l'écart des métropoles et à l'écart des flux. Et en fait, ceux qui vivent dans les métropoles ont plutôt les avantages de la société liquide. Ils profitent des échanges culturels internationaux et ils sont à proximité des opportunités liées au marché mondialisé. Ils bénéficient du coup de cette mondialisation. Et puis il y a les autres qui ont, non seulement qui n'ont pas les opportunités de la liquidité, mais qui en ont les externalités négatives. Et pourtant, le pouvoir liquide les enjoint à saisir les opportunités. D'ailleurs, tout le livre et toute la mythologie macroniste, c'est de faire croire aux gens qui sont, en gros, la France des Gilets jaunes, que s'ils traversaient la rue, ils pourraient saisir eux-mêmes les opportunités, et que c'est un problème de... Finalement, on a l'impression qu'ils n'ont pas presque le bras assez long pour pouvoir saisir l'opportunité au coin de la rue, c'est dommage. Mais le problème, c'est que, voilà, il y a ces deux... En fait, il y a la liquidité, elle est bonne pour certains, mauvaise pour d'autres. Et on pourrait dire, en gros, pour utiliser une formule, on pourrait dire qu'il y a ceux qui sont en marche et ceux qui sont en marge. Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, cette France en marge s'est manifestée pendant le conflit, pendant la révolte des Gilets jaunes. Et ça a permis de voir finalement cette lutte qui s'est pour la première fois matérialisée à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, à Paris, ce qui était intéressant, c'est que finalement la France des oubliés, des relégués de la société liquide est venue dans la place même, dans la Babylone magnifique des gagnants de la société liquide, si vous voulez. Ils sont venus réclamer leur dû dans cette Babylone, de laquelle ils étaient évidemment exclus. Et donc, Emmanuel Macron, lui, forcément, il est dans l'incompréhension quand il voit les Gilets jaunes, parce qu'il dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils furieux? Mais c'est une révolte. Mais pourtant, la liquidité m'a toujours été profitable. Lui, il est convaincu que tout ce qui se joue autour de ça est bon. C'est en cela, d'ailleurs, qu'il est le prophète exemplaire de cette société. Il en est lui-même l'exemple, l'émanation, et donc il veut faire du prosélytisme et expliquer à tout le monde à quel point cette société est merveilleuse, puisqu'elle lui a tellement réussi. Pour un petit peu ramasser le propos, la liberté liquide, en cinq points importants, on pourrait dire que c'est l'adaptation de l'être à des structures sans cesse évolutives. L'archétype, c'est la Startup Nation. La négation de l'importance de ces structures au profit d'une grille de lecture purement individualiste. Et maintenant, on voit que ça va même jusqu'à l'individualisation du risque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique sanitaire nationale. En fait, c'est chacun qui est responsable de sa petite politique sanitaire. Et chacun est responsable de son emploi, et chacun est responsable de tout, finalement. Bientôt, on dira... c'est ce que Marx appelait, en se moquant, les Robinsonades de l'homme capitaliste qui prétend être finalement capable de tout faire lui-même. Mais en réalité, il n'en est rien, évidemment.
individualisation de tout ce qui avant reposait sur la société, ça je viens de le dire, généralisation des flux humains et financiers et impératif à la mobilité permanente. Et enfin, fin concomitante de l'impératif moral, considéré comme de la candeur coupable. Alors, finalement, ça c'est quelque chose qui a été généralisé avec le macronisme, c'est-à-dire la passion pour le traître, en fait. Et je veux dire, évidemment, tout le monde se rend compte que En Marche est fondé sur la trahison, mais ce qui finalement a été assez novateur, c'est qu'on trouvait finalement très moral cette trahison systémique du macronisme. C'est-à-dire, j'ai toujours en mémoire, je vous parle encore de Laurent Ruquier, mais parce que décidément son émission m'a beaucoup interpellé, mais quand il recevait François de Rugy, et je me souviens de Laurent Ruquier disant à François de Rugy, mais finalement, comment vous avez fait? Vous êtes passé de cinquième personnage de la primaire socialiste à troisième personnage de l'État. Vous avez trahi tout le monde, mais c'est formidable. Comment vous avez fait? Vous êtes génial. Vous êtes un vrai Machiavel. Parce que en fait, la trahison, peut-être ça peut vous paraître un peu immoral ce que je vais dire, mais la trahison, quand c'est une trahison bien mise comme ça, bien sentie, finalement, c'est quelque chose qui est devenu moral. Voilà. C'est ça la liquidité, c'est l'absence finalement de tout repère, de toute morale préconstruite et l'adaptation selon ses propres intérêts. Et donc ça encore une fois, j'aurais du mal à me dire que c'est Macron ou la Macronie qui est coupable, puisque c'est tellement quelque chose qu'on nous répète sans arrêt à travers les livres de développement personnel, à travers les séries qu'on regarde, à travers toute la nouvelle morale qui est finalement soit immorale, soit amorale, c'est-à-dire qu'en fait ça se pose plus en termes de morale, ça se pose juste en termes de résultats et en termes d'intérêt. Donc j'espère avoir brossé un portrait un peu, c'est certes un peu confus, mais en tout cas sommaire de mon livre. Je peux juste vous dire qu'il y a en fait plusieurs parties. Donc je vous ai dit la partie 0, j'essaye de voir quel est le contexte dans lequel Macron a été généré. La partie 1, j'essaye de comprendre le phénomène Macron en tant qu'émanation de la société liquide, sa naissance, comment est-ce qu'il est né dans une famille qui s'est lui-même choisi en kit, comment est-ce qu'il répète sans arrêt choisir ma vie, machin, à tel point que ce choix, finalement, ça fait écho à une notion que Bauman décrit dans La société liquide, qui est celle de homo eligens. Il nous dit que finalement, l'homo sapiens, c'est quoi? C'est l'homme qui sait, ou c'est plutôt l'homme sachant. Homo eligens, c'est l'homme choisissant. Mais l'homme choisissant, il n'a jamais fini de choisir, et le choix qu'il a fait le jour peut être contredit par le choix qu'il fera le lendemain. Et donc finalement, l'homo eligens, il n'a jamais fini de choisir. Et il change comme ça, c'est un être inconstant, alors que l'homo sapiens, il était fondé sur la raison, sur la recherche de la raison, sur la recherche et l'accumulation des connaissances. Donc en fait, en termes anthropologiques, c'est une rupture complète qu'on n'a pas vraiment pris le temps dont on n'a pas pris le temps de mesurer les effets, parce que c'est tellement récent qu'il faudrait s'y pencher plus avant dans le futur. Ensuite, j'explique à quel point sa révolution, parce qu'on a souvent moqué ce terme de révolution qui avait été le titre de son livre, mais en réalité, moi, il me semble bien choisi ce terme, puisque ça procède réellement d'une vraie révolution liquide, au sens où, et même peut-être il y a un héritage à chercher du côté de la Révolution française, dont Macron se revendique, en tout cas pour la première Révolution française. Hein, il ne se revendique pas de Robespierre, je vous rassure, mais de la Révolution de l'abbé Sieyès, qui disait à propos du tiers-État, il veut être quelque chose. Et qu'est-ce que la révolution de Macron, si ce n'est la révolution des gens sans statut qui prétendaient bouleverser finalement les corporations, les corps intermédiaires, etc., au nom de on veut être quelque chose.
pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le slogan de Macron en 2017, c'était « La France doit être une chance pour tous ». La France doit être une chance pour tous, sous-entendu ah bah si vraiment vous voulez, vous pouvez vous en sortir. Et c'est là qu'il allait parler à tous les gens des startups et à toutes ces personnes qui étaient contraintes d'avoir les chauffeurs Uber, etc. Il allait leur dire finalement avec moi vous allez être bien considérés. Et j'explique dans cette partie-là qu'il a utilisé en gros les auto-entrepreneurs comme un bélier pour détruire la société d'ordre, exactement comme les révolutionnaires de 89 avaient utilisé le bas tiers d'État pour détruire la noblesse. C'est une opération révolutionnaire. Et finalement, évidemment, les chauffeurs Uber n'ont eu aucun avantage à tout cela. Mais c'est comme le bas tiers d'État d'ailleurs pendant la Révolution. Donc voilà. Ensuite, je montre en quoi, finalement, là encore, le mouvement n'est pas une création d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron a institutionnalisé, on peut dire, le mouvement comme forme partisane. C'était Jean-Luc Mélenchon qui avait le premier créé son mouvement La France Insoumise en février 2016. Macron l'a suivi 2 mois plus tard. Et on peut dire que cette tradition du mouvement, elle date pareil de mai 68, quand il y avait un certain nombre de mouvements gauchistes qui voulaient contrecarrer le Parti communiste, et en particulier du mouvement trotskiste, qui avait écrit un manifeste que je vous invite à voir sur Internet, qui est encore disponible, qui s'appelle le militantisme, stade suprême de l'aliénation. Voilà, parce que dans la société solide, effectivement, l'adhésion à un parti politique pyramidal, avec des fédérations, etc., est vue comme une aliénation. Et donc il s'agit pour l'individu libre de commencer par se libérer de ses filiations partisanes. Et donc ce qui est très frappant dans le livre, c'est que j'ai interrogé un ancien directeur de la communication d'En Marche, qui a préféré garder l'anonymat, mais qui me dit que pourquoi il a adhéré à En Marche, parce que il n'était pas forcé de distribuer les tracts, il n'était pas forcé d'aller aux réunions. En gros, c'était un peu un engagement post-it, comme on dirait, un engagement à la carte, un engagement en kit, on pourrait dire. Voilà. Finalement, tout est un peu en kit dans le macronisme. Donc, c'est ça qui l'a séduit, finalement. C'était l'absence d'obligation et la possibilité, finalement, de militer quand il le souhaitait. On a constaté, on pourrait dire, une ubérisation de la politique avec Macron qui a finalement ringardisé les anciens partis. Alors ensuite, j'explique comment est-ce qu'il a conquis le pouvoir, comment est-ce qu'il l'a fait sans aucun programme. On se souvient quand chaque candidat avait un programme, lui... c'est pour ça qu'il a un côté un peu magicien. Il arrivait sur le plateau, on lui disait quel est votre programme, et il disait mais tout le monde se fout des programmes. Donc voilà, au moins il avait le mérite de l'honnêteté. Et pourquoi ? Parce qu'en fait son programme, il l'a conçu avec des algorithmes. Pendant la Grande Marche, il est allé voir les gens, ils ont recueilli des milliers de verbatims, et ensuite il faisait parler les gens en fonction de ce qu'il arrangeait. Par exemple, Monique, 57 ans, qui disait ah moi je travaille... j'ai beaucoup de volonté, mais je ne recueille pas les fruits de mon travail. Donc voilà, ensuite, il a construit un programme comme ça. Mais quel est Donc c'est ce que j'ai appelé l'algorithme attrape-tout, finalement, dans lequel les gens sont réduits à leur... c'est plus un système démocratique, c'est un système algorithmique, on pourrait dire. Et malheureusement, ça tend à se généraliser de plus en plus, avec des logiciels extrêmement performants qui peuvent recueillir non seulement les verbatims des gens, mais ensuite dire aux équipes de tractage dans quel bâtiment il faut aller, quels sont les indécis à convaincre. Ça a été extrêmement rationalisé, tout ça. Finalement, il ne reste plus grand-chose pour les convictions là-dedans. Et donc, finalement, cet appel du vide permanent qui a été la campagne de 2017, au fond, on voyait que l'objectif c'était de rassembler, ça a été analysé par beaucoup de politologues, les gens raisonnables de droite et les gens raisonnables de gauche finalement. Voilà, ceux qui étaient pour le libéralisme économique et pour le libéralisme des valeurs, ceux que Jean-Claude Michéa a bien analysé, le libéralisme intégral finalement. Donc là on se disait, ah bah ça c'est bien liquide, ça c'est le président
libéral, libertaire qu'on a identifié. Mais alors pourquoi le tournant autoritaire? Eh bien, donc ça, dans la partie 2, je vais pas m'attarder, mais dans la partie 2, j'analyse plus en profondeur le projet en tant que tel, ce que j'ai un peu esquissé tout à l'heure, pourquoi le nom En Marche, par exemple. Peu de gens savent que en fait, ça provient de Saint-Exupéry. Dans la vie, il y a des forces en marche, il faut les trouver, les solutions arrivent. C'est Brigitte Macron qui est absolument fan de Saint-Exupéry, qui avait conseillé à son mari ce nom, évidemment selon la géographie officielle. Après, on n'en saura jamais plus, mais voilà, donc En Marche, finalement. En Marche, point d'exclamation, En Marche vers où? Bon, c'est drôle parce que Bauman a un chapitre dans un de ses livres qui s'appelle L'humanité en marche, et il explique que finalement, on va tous redevenir à nouveau des marcheurs, comme finalement l'homme préhistorique était un marcheur aussi, c'est-à-dire il n'était pas encore sédentaire, il marchait, il n'avait pas de logement fixe, donc il était nomade et il devait marcher. Finalement, l'humanité aujourd'hui est en train de redevenir archaïque par beaucoup d'aspects, notamment par le nomadisme, justement, par le fait d'être en marche en permanence. Donc, il y a aussi l'aspect, évidemment, libération des énergies. Ça, c'est quelque chose qui est sans cesse ressassé, parce que la société serait bloquée, donc il faudrait libérer. Des fois, on ne sait pas si on est chez le kiné ou si on a affaire à un président de la République. Voilà, il faut libérer les chakras de la France, un petit peu. Il faut lire aussi des livres, beaucoup de développement personnel. Des fois, on a l'impression que c'est du développement personnel appliqué à la politique, quoi. Donc, la France est considérée du coup comme une plateforme de flux. En fait, quand on regarde ce que c'est que la politique économique d'Emmanuel Macron, c'est attirer les investisseurs, créer un climat pour les investisseurs. Ça veut dire, par exemple, Choose Funds, dont la 5e édition se tenait il y a quelques jours. Là, ça a été, normalement c'était à Versailles, mais là ça a été en visio à cause du Covid. Dans Choose Funds, en fait, c'est quoi? Finalement, c'est une danse du ventre du politique pour attirer l'économique. Parce qu'on a l'idée qu'en créant les conditions pour rendre finalement la plateforme France attractive, les investisseurs viendront et à ce moment-là, la grâce tombera sur la France, un peu comme les protestants pensaient que la grâce viendrait ainsi, et lui il pense que c'est finalement la croissance qui viendra comme ça. Il y a un petit côté irrationnel là-dedans. Donc ça c'est tout ce que j'ai appelé la France comme plateforme de flux. Et quel est le dernier volet du projet liquide libéral macroniste? C'est l'individu réduit à sa seule entité, réduit à lui-même, l'individu autotélique, qui est son propre fondement et sa propre finalité. Du coup, la vie, j'ai dit que c'était une suite de choix, mais c'est aussi une suite de défis. Le deuxième mot, si on enlève les déterminants et les courts mots, mais qu'on considère les concepts, le deuxième mot qui est le plus répété dans son livre Révolution, c'est défi. Ah oui, alors il y a 25 fois le mot défi. Vous allez voir, il y a tout le truc... le défi du climat, le défi de la France, le défi de la mondialisation. Je vais relever ce défi. Voilà, il y a tous les défis qu'il faut relever. Et les seuls défis, finalement, tous les défis, finalement, sont des défis strictement... il y a une dimension très personnelle dans l'expression de ces défis. Par exemple, juste une parenthèse, mais quand il a dit sa politique sanitaire, c'est quoi? C'est pas emmerder les non-vaccinés, c'est j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Et ce qui est très important, c'est le j'ai très envie. C'est-à-dire, en fait, il y a un côté, genre, moi je veux, voilà, c'est ça. Et quand on lit son livre Révolution, tout est le réduit à sa personnalité. C'est je veux, j'ai envie, je vais relever ce défi. Voilà, il y a un petit côté comme ça. Donc, l'individu est la mesure de toute chose, et après j'ai un chapitre un peu amusant dans lequel je montre que finalement la France doit être une chance pour tous. Ça ressemble étrangement au slogan du loto, vous vous souvenez,
la chance appartient à tout le monde. En fait, c'est exactement ça, si vous voulez. La logique est la même. Il suffit de le vouloir. Et d'ailleurs, Karine Le Marchand l'a très bien dit dans une publicité pour le loto que je vous invite à voir. Elle commence en disant « Ah mais oui, mais tout commence avec le regard bienveillant. Quand on a un regard bienveillant, quand on est aimé, quand on fait vraiment ce travail sur soi, d'être bienveillant avec les autres, tout va bien. » Et après, on voit l'auto, la chance appartient à tout le monde. Et j'avais vraiment l'impression que c'était un clip macroniste. Enfin, je me disais, ah oui, finalement, sauf qu'en fait, dans le macronisme, comme dans le loto, évidemment, c'est statistique, en fait. C'est économique, l'individu, finalement, n'a pas de place. Mais on fait croire, dans les deux cas, que tout est une question individuelle. Si bien qu'il y a des gens qui ont une routine quand ils jouent au loto, ils se disent, ah oui, moi, je vais jouer ma date d'anniversaire, ou je vais jouer... voilà, ils ont leur petite routine, comme si c'était la routine qui les ferait gagner un jour. Macron, c'est un exemple pour montrer l'individualisation absurde de phénomènes complexes et globaux, finalement. Et à la fin, en dernière instance, en dernière analyse, tout est psychologisé, tout est réduit finalement à la personne même. Donc, alors le summum que je vous invite à voir, je cite dans le livre aussi, c'est le monsieur qui a conceptualisé la résilience, là, Boris Cyrulnik, qui vient de nous donner un cours au moment de la remise du rapport Attali en 2007, dont Emmanuel Macron était le rapporteur. Et alors, on lit, on voit Jacques Attali, il faut libérer la France, il faut libérer la croissance. Pascal Lamy, on comprend, il faut libérer, il faut supprimer toutes les règles, il faut donner il faut libérer les énergies, voilà. Et puis là, on voit Boris Cyrulnik. Et là, Boris Cyrulnik nous explique qu'en fait, c'est une question d'état d'esprit, tout ça. C'est que la France est... mais ils sont pas assez... C'est des winners, finalement. Ils sont trop attachés à leur modèle social et tout. Non, il y a la résilience, et quand on le veut, on peut, finalement. Voilà. Il n'y a pas que... C'est tellement beau, je sais plus où c'est exactement dans le livre, mais le passage de Boris Cyrulnik qui nous explique, d'ailleurs il dit lui-même qu'il connaît rien en économie, mais que c'est pas économique, la croissance, il suffit de le vouloir finalement, c'est parce que les Français sont pas assez... C'est le rentier de la résilience. Il n'a qu'une seule idée, et il la rentabilise depuis 45 ans. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est pas... Et ce qui est drôle, c'est qu'il va mettre ça dans un rapport économique. Et donc, en fait, finalement, la résilience, c'est l'idée que, quand on veut, on peut. Voilà, si on veut. C'est ça. Il n'y a pas de force extérieure, il n'y a que le volontarisme. Et en réalité, Macron est un intellectuel, donc il sait très bien que tout ça, c'est fallacieux. Et il fait mine d'ignorer ce que Gramsci appelait le pessimisme de la raison. C'est-à-dire que il y a des forces antagonistes qui sont là, il faut en avoir conscience, et les nier, finalement, c'est mentir aux gens. Il ne voit que l'optimisme de la volonté, voilà. Mais il ne voit pas le corollaire, qui est le pessimisme de la raison, qui est les conditions réelles, matérielles d'existence qui parfois s'opposent. Aller dire aux migrants à Calais, finalement, c'est votre volonté, faites ce que vous voulez. Créez ta start-up, vas-y. Il y a des petites choses qui s'opposent pour l'instant. Et donc finalement, une fois qu'on a dit à tout le monde, crée ta start-up, libère-toi, sois un homme, mon fils, voilà. Et à la fin, c'est ce que je disais au début, il y a l'idée de la responsabilité, et cet autonomisme radical. À la fin, ça revient à dire, finalement, mort aux vaincus, mort à ceux qui n'ont pas su saisir l'opportunité, marche ou crève, en marche ou crève d'ailleurs, mort à ceux qui n'ont pas su se montrer à la hauteur des valeurs de l'olympisme tant chéri par le président de la République. Et donc, on arrive à ce paradoxe que, en fait, on a ce paradoxe que finalement, on est dans un modèle, quand même, la société liquide, c'est quoi? C'est un modèle où tout est réduit à la consommation. Et finalement, il s'agit
de rechercher toujours la consommation des choses et la consommation des êtres, puisqu'on se sert des autres comme un moyen d'arriver à ses fins. Donc finalement, c'est un marché généralisé, un système de consommation généralisé. En fait, c'est par ça qu'il faut comprendre société de consommation. C'est pas seulement la consommation de masse, c'est aussi les êtres qui sont consommés par d'autres pour arriver à leur fin. Et finalement, on arrive dans un système péripathétique. D'ailleurs, Macron dit lui-même, à un moment donné, j'ai plus la citation exacte, mais elle vaut le coup. Il dit quelle est la différence entre banquier d'affaires et... elle est pas mal celle-là. Non, mais je l'ai plus. Quelle est la différence entre banquier d'affaires et prostituée? Et il dit en gros aucune. C'est des métiers de prestation de service. Voilà. Et Alain Minc renchérit. Il dit ah bah Emmanuel, il avait beaucoup de talent. C'était un bon banquier d'affaires parce que faut quand même dire que c'est un métier de pute. Voilà. Et en fait, je pense que c'est pas au-delà de la blague, il y a vraiment quelque chose de vrai là-dedans. C'est que c'est un système qui est péripathétique dans lequel finalement chacun doit se vendre. D'ailleurs, ceux qui ont à chercher du travail le savent. Faut se vendre. Hein. Faut faire un beau CV avec de belles couleurs. Faut montrer qu'on est motivé. Faut expliquer nos qualités, nos défauts. Faire des tests de plus en plus complexes. D'ailleurs, moins il y a de boulot, plus on fait des tests bien compliqués finalement pour... Voilà. Et donc à la fin, on arrive à ce paradoxe qu'on a, au nom de la dignité humaine, finalement au nom de la dignité que chacun est libre et que chacun est responsable, on arrive dans un modèle péripathétique au nom de la dignité. Voilà. Donc premier gros paradoxe qu'il faut quand même lever. Et ça nous ramène à cette phrase de Bernanos qui disait pour se perpétuer, le système a besoin de pauvres qui aient de la dignité. Parce que quand on dit à un pauvre qui fait 60 heures, qu'on chie, qui gagne rien et qui fait le boulot que personne ne veut faire, on lui dit ouais mais t'as ta dignité, c'est quand même l'essentiel. C'est ça qui compte, t'as ta dignité. Alors si tu travaillais moins et que tu étais payé plus, tu aurais moins de dignité. Donc finalement, il faut qu'on te paye moins et que tu travailles plus, tu vois. Et ça peut paraître grossier et amusant, mais en fait, c'est vraiment ce que Macron a dit. En fait, la dignité est vraiment comment dire, ce qui permet à Macron d'avoir un ascendant moral quand il expose sa politique économique. Il dit, mon but, agir avec détermination pour qu'à la fin, chaque Française et chaque Français puisse avoir une vie digne et libre. Digne et libre. Et alors, quand il s'expliquait sur le plateau de Mediapart, il était encore candidat, donc j'explique le principe de dignité qui se marie très bien avec la nécessité d'être utile pour la collectivité, confine de nombreux travailleurs au sacrifice. C'est toujours au nom de la dignité qu'Emmanuel Macron promotionne par exemple la plateforme Uber. Et là, il dit... La réalité, c'est qu'en effet, il travaille parfois 60 heures, 70 heures pour toucher le SMIC. Mais il rentre dans la dignité. Il trouve un travail. Donc finalement, on peut dire aussi que les enfants qui travaillaient dans les mines, ils étaient extrêmement dignes, finalement. Et donc c'est ça, finalement, à la fin, on arrive à ce paradoxe. Liberté et dignité égale asservissement plus ou moins volontaire d'une partie des membres de la société qui doivent eux aussi rentrer dans cette liquidation généralisée. Alors, la troisième partie du livre et la dernière, c'est quels sont les recours que Macron fait à la solidité. Comme je vous l'ai dit, j'avais terminé cet essai au mois de juin 2018, et déjà je voyais qu'il empruntait un peu un registre plus solide et moins Startup Nation. Donc déjà, il emprunte des symboles qui sont ceux de la société solide. La grand-mère aimante, voilà, il y a le côté tradition, il explique qu'il lisait beaucoup de livres, il lisait Giono avec sa grand-mère, finalement c'est ça qui l'a poussé à devenir le président philosophe qu'il est devenu, voilà. Bon, Paul Ricoeur, voilà, Paul Ricoeur qui apparemment n'a jamais vraiment entendu parler d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, Paul Ricoeur, dont il aurait été il aurait été le grand disciple de Paul Ricoeur.
Et surtout, alors là, vraiment, la figure archétypale de la fidélité et de l'amour contre vents et marées, Brigitte. Voilà, Brigitte qui contredit quand même le fait que ce soit un président liquide, parce que quand même, avoir une histoire d'amour aussi belle et aussi durable, on se dit non, quand même, il ne peut pas être tout à fait liquide. C'est Julien Sauret, Madame de Rênal, dans Le Rouge et le Noir. Oui, absolument. Et c'est l'affaire Russier qui finit bien, finalement. Oui. C'est l'affaire Russier qui finit bien, parce qu'à la fin, voilà, ils se marièrent. Ils n'ont pas beaucoup d'enfants, mais ils se marièrent quand même, tu vois. Donc, alors, et puis, il y a d'autres emprunts à la société solide. C'est que je commençais à observer, c'est le retour, finalement, à l'horizontalité, à la verticalité, pardon, du pouvoir, quand il a repris, finalement, le pupitre de François Mitterrand avec bleu, blanc, rouge, et un petit peu le pupitre, vous savez, avec l'arête au milieu, là, comme ça. Voilà, et puis qu'il avait fait un bel hommage à Arnaud Beltrame. Voilà, là, on se disait vraiment, il est sur des valeurs vraiment très fortes. Et puis, le lendemain de l'hommage à Arnaud Beltrame, il dit, il fait un tweet dans lequel il dit la démocratie est vraiment le système le plus bottom-up de la Terre. Donc en fait, il passe d'un système à l'autre, finalement, d'une logique à l'autre, du liquide au solide, du chaud au froid, sans vraiment de règles. Mais par contre, il y a un sujet sur lequel, effectivement, au-delà des emprunts multiples, il tendait déjà vers la solidité, c'était cette tentation de l'autoritarisme. Dès la première semaine, dès son élection, il a renvoyé tous les journalistes avec qui il était très copain pendant la campagne. J'interroge aussi le directeur d'une école de journalisme dans le livre, qui m'explique que avant il ouvrait tout aux journalistes, il leur faisait des petites confidences, ils étaient vraiment les meilleurs amis du monde. Et puis le jour où il a été élu, le directeur de l'école de journalisme, il dit coup de sifflet, fin de la récréation. Plus personne ne rentre. C'est uniquement les communiqués de l'Élysée. Il n'y a que le JDD qui est mandaté pour faire la propagande officielle et les autres, rien. Et c'est plus du tout bottom-up, là. C'est plus du tout... voilà. Donc déjà, il y avait des premiers signes. Ensuite, ça a été plus politique. C'était quand... alors, il prétendait aller au-delà de la gauche et de la droite. Et puis là, on voit que Richard Ferrand, donc, qui était à l'époque président du groupe En Marche, il dit, il interdit ses députés de signer des amendements et des propositions de loi proposées par d'autres députés. Donc en gros, l'Assemblée nationale se met à fonctionner en silo. Il y a les députés En Marche qui proposent leurs trucs et les autres, ils ne peuvent rien dire et il n'y a pas d'échange entre les deux. Donc ça, c'est pas très bottom-up non plus, ça. Donc là, on voit que c'est même pire que le système des anciens partis, là. C'est tout d'un coup rigidifié. Et puis, il y a quelque chose de plus inquiétant encore, c'est qu'Emmanuel Macron va faire son déplacement en Chine. Et là, début 2018, il me semble, et là, on lui demande finalement s'il trouve que la... Ah voilà. Donc là, on a déjà une tentation autoritaire. Le journaliste demande « Les Chinois sont-ils libres de penser ?» Et le président répond « C'est relatif. Si vous regardez les choses sur des sujets qui sont non politiques, il y a une véritable liberté. » Donc cette phrase, c'est marrant, on l'a un peu oubliée, mais quand même, si vous regardez les choses sur des sujets qui sont non politiques, il y a une véritable liberté. Voilà, donc en fait, c'est la liberté de choisir son papier peint, si vous voulez. C'est la liberté du consommateur, mais la liberté politique, qui est quand même l'essence de la liberté au sens français du terme, elle est complètement absente. Et je disais que voilà, la dialectique de la liberté, du modèle chinois, c'est liberté du consommateur et servitude du citoyen, en fait. Et là, déjà, on sentait qu'il y avait un petit quelque chose du moment actuel qui était déjà contenu là-dedans. Et donc, à la fin, ça nous amène au dernier chapitre, qui est la liquidation de la société, finalement. Parce que on arrive dans un monde où le mythe qui est le plus prégnant, c'est le mythe du chasseur dans la société liquide. Bauman l'explique très bien. Comme il s'agit en gros finalement de vivre de leçons de réalisme appliqué, c'est-à-dire de trahison, contre-trahison, adaptation, finalement l'État n'est plus un jardinier
comme il l'avait été dans les sociétés, par exemple, communistes, il n'organise plus la société, il ne coupe plus lui-même les arbres auxquels les gens doivent se conformer, il n'est même plus un garde-chasse, c'est-à-dire, pour reprendre cette métaphore du jardin, c'est-à-dire qu'il ne gère plus les choses pour que le jardin fonctionne à peu près, il est finalement, il encourage les gens à chasser les uns contre les autres. Finalement, l'homme est un loup pour l'homme, plus que jamais dans la société liquide. D'ailleurs, Macron, il avait dit dans son grand entretien à TF1, « Je ne vais pas vous proposer de vous protéger dans la mondialisation. Ce que je peux faire, c'est de vous armer. » C'est le mot qu'il a utilisé, le « vous armer ». On se demande, armer en général, c'est pour tuer quelqu'un, c'est pas pour... voilà, donc il nous propose de nous armer. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre vraiment quasiment au pied de la lettre. Et donc finalement, la liquidité doit former un homme nouveau à la fin, comme dans toutes les dictatures totalitaires. Il y a un homme nouveau, dont Macron est en quelque sorte l'émanation, c'est-à-dire l'homme toujours jeune, toujours beau, toujours dynamique, toujours souriant, qui va parler même avec Gisèle, 58 ans, caissière, et lui dire que vraiment ce qu'elle fait est formidable, etc. Qui est toujours bien apprêté, mais qui finalement c'est le sourire par devant et par derrière j'ai quelque chose que je dirais pas parce que je suis quelqu'un de poli, ma mère a bien aimé. Et donc voilà, et donc à la fin il y a cet homme nouveau de la société liquide qui est érigé en modèle à travers le prophète exemplaire Macron. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et ça, Bauman, c'est un terme qu'il utilise, qui est un terme dur, mais qui me semble quand même à propos. Ce sont la génération de plus en plus importante de déchets humains. Parce que c'est des déchets humains du point de vue de la société liquide, si vous voulez. C'est des gens qui ne sont pas adaptés, tout simplement. D'ailleurs, dans les anciennes sociétés, il n'y avait pas de gens qui étaient en dehors de la société. Même l'idiot du village faisait partie du village, en quelque sorte. Personne n'était exclu de la société. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de gens qui sont exclus de la société parce qu'ils n'ont pas... ils sont pas liquides, quoi. Ils sont pas liquides, donc il y a des résidus solides et donc du coup ils doivent... Il y a ceux qui ne sont rien. Voilà, mais il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, c'est ça. Et ceux qui ne sont rien, bah quand même le président, il est censé être le président de tous les Français, donc qu'est-ce qu'il fait des déchets humains finalement? Qu'est-ce qu'il fait? Et donc à la fin, et Bauman dit que la question qui va se poser au XXIe siècle, c'est l'épineuse question, c'est ce qu'il dit, l'épineuse question du broiement des déchets humains. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui ne sont pas adaptés parce que... Et alors, les recycler, voilà. Et alors, c'est une confidence que Emmanuel Macron avait faite à l'un de ses ministres, qui était « Ah mais nous, on ne travaille pas pour cette génération. Moi, quand je vais à Béthune, je vois les gens là, on ne peut rien faire pour eux. Nous, on travaille pour la génération d'après. » Voilà une parole qu'il aurait prononcée à l'un de ses ministres. Voilà, on travaille pour la génération d'après. C'est-à-dire que c'est la fameuse génération sacrifiée qu'il y a dans tous les totalitarismes. On travaille pour la génération d'après. On travaille à faire fleurir un homme nouveau qui serait un homme liquide. Voilà. Et donc, le broiement des déchets humains, le broiement de la génération actuelle inadaptée. Et donc, là, on voit déjà quand même que notre macronisme souriant, liquide, libéral, libertaire, il a quand même pris un peu du plomb dans l'aile quand même. Il est quand même devenu assez, déjà, moins riant, on va dire. Et donc, pourquoi? Je vais conclure là-dessus. Je disais, au début de mon propos, qu'il y avait une dimension de classe qui était indépassable dans la liquidité. Parce qu'évidemment, déjà, les déchets, ils n'ont peut-être pas envie qu'on les considère comme des déchets. Déjà, ils considèrent peut-être qu'ils ont une individualité propre et qu'ils ne sont pas obligés d'adhérer, de se faire broyer et voilà. Et ils n'ont peut-être pas envie d'être liquéfiés, déjà, premièrement. Et le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ils tendent à devenir une majorité. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. Le mouvement était soutenu un mois après le début du mouvement encore à 72% par 72% des Français, c'est-à-dire l'exact inverse de ceux qui soutiennent Macron aujourd'hui, qui est à peu près à 24% dans les intentions de vote. Et donc, ces 24%-là,
sont notamment minoritaires. Toute la question aujourd'hui, c'est va-t-on réussir à unir les 3/4 restants, qui sont en fait les déchets humains, ça fait beaucoup de déchets, vous remarquerez, et finalement pour redonner à la société la solidité qu'elle mérite, et sortir finalement de ce cauchemar liquide que Macron a amené avec lui. Voilà, c'était toute la question. Je vous remercie beaucoup et on va passer aux questions. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.